démocratie, c'est encore une fois l'appréciation de la communauté internationale au sortir du scrutin du 1er juillet dernier. Face à la presse ce matin, la commission d'observation des élections de l'UEMOA, celle de l'Institut panafricain d'assistance et la coordination des experts électoraux africains ont félicité les différents acteurs politiques. Le président guinéen à l'Élysée, Alpha Condé, a été reçu ce matin par son homologue français François Hollande. Au menu, la coopération bilatérale, mais également les élections en Guinée. Sondage Intercom, la radio-télévision sénégalaise caracole toujours en tête au Sénégal et mieux, la RTS se place devant les télévisions nationales de l'espace francophone. Le scrutin du 1er juillet est libre et transparent. C'est le constat fait par la plateforme de la société civile pour les élections législatives. Elle a déployé près de 5000 observateurs sur l'étendue du territoire. Toutefois, la plateforme a déploré plus exactement le faible taux de participation et à ce sujet, elle a formulé des recommandations pour les prochaines échéances électorales. Moussa Mané. Le dispositif déployé dans le cadre de l'observation des élections législatives par la plateforme de la société civile lors du scrutin du 1er juillet a donné des résultats satisfaisants. C'est de l'avis des membres de cette plateforme, ils ont décerné à ce titre un satisfecit. Au total, la bonne tenue du scrutin en a garanti la transparence et la sincérité. La plateforme des organisations de la société civile tient à cet égard à féliciter tous les acteurs du processus électoral. Toutefois, des dysfonctionnements et des manquements ont été constatés, des imperfections qui sont loin d'impacter sur le scrutin. La plateforme a aussi constaté le faible taux de participation et la percée des mouvements religieux. La plateforme de la société, des acteurs de la société civile pour les élections considère que l'abstention relevée lors de ce scrutin doit être regardée comme un message fort du peuple qu'il convient d'apprécier. Deuxième grand fait majeur, c'est la percée des mouvements religieux. C'est un phénomène qui, à notre avis, mérite une réflexion approfondie dans un contexte de crise du leadership politique. Pour un bon déroulement des opérations prochaines de vote et face au couac relevé, la plateforme a formulé un certain nombre de recommandations. Coupler la présidentielle et les législatives. Il s'agit de retourner à ce couplage qui existait auparavant. Il convient également de rationaliser les candidatures, l'objectif étant d'aboutir à un nombre raisonnable de candidatures. D'autre part, elle a noté que le sursaut lié à la parité sur les listes électorales n'a pas répondu à ses attentes. Enfin, elle appelle les autorités du pays à mener une réflexion sur le système électoral dans sa globalité. La mission d'observation des élections de l'UEMOA, celle de l'Institut d'assistance et la coordination des experts électoraux africains ont déclaré que les législatives du 1er juillet passé se sont déroulées dans la transparence. Ces trois entités ont fait face à la presse ce matin, compte rendu signé Louise Bitza. Le 1er juillet 2012, le peuple sénégalais s'est rendu à nouveau aux urnes pour élire ses représentants à l'Assemblée nationale. Malgré le fort taux d'abstention enregistré lors du scrutin, la mission d'observation des élections de l'UEMOA a décerné une mention spéciale à la classe politique sénégalaise. Les élections législatives se sont déroulées dans de très bonnes conditions. La mission du CIP UEMOA se réjouit du caractère sincère, transparent, libre et démocratique de ce scrutin. Elle salue la maturité du peuple sénégalais qui a encore prouvé son profond attachement à la paix et à la démocratie. C'est encore une autre victoire politique pour l'Afrique dans sa marche pour l'appropriation des valeurs de liberté, de tolérance et de progrès. Le sentiment est le même du côté des observateurs de l'Institut panafricain d'assistance électorale. Outre les points positifs cités sur la base de la synthèse factuelle des fiches d'observateurs déployées sur le terrain, la mission a déploré les incidents survenus à Kolda qui ont occasionné un blessé de la coalition Benno Bokk Yakaar et le saccage de 2 véhicules appartenant au maire de la dite région. Toutefois, le bon déroulement du scrutin a été salué par tous. La mission d'observation de l'IPAE salue le sens civique des électeurs, le calme, la discipline et l'ordre qui ont caractérisé le déroulement du scrutin.
souligne le bon dévouement et la maîtrise des agents électoraux dans la bonne conduite tenue des bureaux de vote. Apprécie le rôle joué par le ministère de l'Intérieur, la Sénat, les autorités administratives conformément à la mission qui leur a été dévolue. En conclusion, la mission d'observation électorale de l'Institut panafricain d'assistance électorale reconnaît que ce scrutin a été libre, transparent et démocratique. Dans le même ordre d'idées, la coordination des experts électoraux africains a aussi déployé les observateurs internationaux dans 5 des 14 régions le jour du vote. Résultat des courses, une motion de félicitations a été attribuée aux organisateurs des élections. La mission d'observation électorale de la coordination des experts électoraux africains félicite le ministère de l'Intérieur et la Commission électorale nationale autonome qui ont organisé dans les bonnes conditions ces législatives. Elle félicite toute la classe politique et le peuple sénégalais pour leur maturité politique. Vu tout ce qui précède, la mission d'observation électorale de la coordination des experts électoraux africains s'accorde pour affirmer que ces élections législatives répondent aux normes internationales en matière d'élections. Les membres du comité interparlementaire des élections de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ceux de l'Institut panafricain de l'assistance électorale et ceux de la coordination des experts électoraux africains retournent dans leurs pays respectifs avec un sentiment de devoir accompli, celui d'avoir observé dans les meilleures conditions les élections législatives en vue de promouvoir l'intégration sous-régionale. Destruction de mausolées à Tombouctou, le député Omar Bouri Touré appelle à l'aide internationale pour freiner ces actes de vandalisme. Rappelons que le groupe armé d'Ansardine est auteur de ces forfaits. C'était ce week-end, cri du cœur de Omar Bouri Touré et Kamalou Salif Touabi au micro de Louise Pizza. Je profite, comment dirais-je, de votre question pour lancer un appel en tant que député du comité interparlementaire de l'UMOA, élu au Mali, précisément à Goundam, dans la région de Tombouctou, nord du Mali, pour lancer un appel à la communauté internationale pour venir en aide au Mali pour cette tragédie que nous sommes en train de vivre. Cette tragédie est liée à l'occupation du nord du Mali par des hommes armés, des extrémistes intégristes qui sont en train de détruire le fondement même de notre existence, c'est-à-dire notre patrimoine culturel. La destruction des mausolées, des mosquées, des monuments classés patrimoine mondial de l'humanité. Quelle catastrophe pour le monde. Une fois de plus, nous lançons cet appel à la communauté internationale pour nous venir en aide. Dès que je pense à cette situation, la première réaction, c'est que je suis en face d'un drame. Parce que c'est une situation dramatique, non seulement au niveau local, au niveau national, au niveau régional, et je dirais même au niveau mondial. J'ai suivi il y a de cela quelques heures la destruction de quelques monuments historiques, ce qu'on a de plus noble, ce qu'on a de plus valorisant en tant qu'Africain, parce que dès qu'on parle de Tombouctou, c'est l'une des toutes premières universités de l'Afrique. Je crois que la tragédie en vaut le coup de le dire. Si on accepte, et le monde entier accepte, qu'on continue à détruire ces valeurs du patrimoine africain.
Les loups agricoles du plan REVA de retour les 7 et 8 juillet prochains. Le rond-point du terminus Liberté 5 va abriter la 6e édition des produits agricoles. Principale innovation, l'agence REVA vient de signer un protocole de partenariat avec l'ASPRODEP pour se désengager progressivement du secteur de la commercialisation. Eurosar. Le protocole d'accord et de partenariat paraphé par l'ASPRODEP, l'Association sénégalaise pour la promotion du développement à la base, et l'agence REVA signent le retour des loups agricoles. Le constat était que dans la ferme, par exemple de Kiren, où le président est là, nous avions vu en 2009 des melons qui étaient produits, vendus bord champ à 250 francs le kilogramme. Le même melon, vous l'achetez à Dakar à 1000 francs le kilogramme. Quand le producteur peut chercher de l'argent par crédit, travailler 4 mois, produire du melon et vendre les kilogrammes à 250, celui qui ne fait que transporter le même melon le matin et 2 heures de temps après à Dakar, il y rajoute 750 francs. Quand vous regardez la répartition de la plus-value, vous vous rendrez compte que c'est vraiment de façon inégalitaire. L'acteur principal gagne moins que celui qui n'intervient que sur le segment de la mise à marché. Cette signature marque également le début du désengagement de l'agence au profit des producteurs de l'ASPRODEP qui comptent déjà une belle expérience dans la stratégie du marketing des produits agricoles à travers la FIARA, organisée de concert avec le CNCR, le Conseil national de coordination et de concertation avec les ruraux. Nous pensons que créer des liens directs entre des consommateurs urbains de plus en plus nombreux et de plus en plus disposant d'un pouvoir d'achat, mais demandant de plus en plus de la qualité, nous pensons que c'est une grosse opportunité pour les organisations paysannes de mettre sur le marché leurs produits agricoles, d'augmenter aussi la production et en conséquence d'augmenter leurs revenus. Le partenariat entre l'ASPRODEP et l'agence REVA permettra aux producteurs de mieux investir les différents quartiers de Dakar et surtout de décentraliser les loups agricoles au niveau des différentes villes du Sénégal. L'objectif est de fournir aux centres urbains des produits frais en quantité et en qualité à des prix très concurrentiels. Cette accessibilité géographique et financière des produits du cru sera pour les paysans un tremplin pour stimuler la demande et trouver de nouvelles opportunités de rentabiliser leurs produits agricoles. Eurosar, l'ANCAR introduit le système de riziculture intensive dans le centre du pays, appelé SRI. La méthode va porter les rendements à 10 tonnes à l'hectare. 35 futurs formateurs sont initiés dans les régions de Kaolack et Fatick. Leur mission, vulgariser le SRI en rapport avec les producteurs de riz. L'ouverture de l'atelier a été présidée par le directeur général de l'ANCAR. À Kaolack, nous retrouvons Cheikh Diop. Le SRI, ou système de riziculture intensive, a fini de faire ses preuves dans beaucoup de pays de la sous-région ouest-africaine. L'originalité du système, c'est qu'il permet d'économiser des intrants et d'augmenter du coup les rendements à l'hectare. Au lieu de semer le riz à la volée, on le sème en ligne. Au lieu de le semer par graines de 4 ou 6, on le met à un pied par poquet ou bien par trou, ce qui donne la chance à la plante de tirer toute la matière nutritive autour de lui, et donc le plant devient plus vigoureux, il donne beaucoup de tales, et comme c'est des tales qui portent des épis, et donc il y a plus de tales fertiles et des épis et qui portent des graines totalement pleines. 35 futurs formateurs sont initiés à Kaolack. Il s'agit pour l'ANCAR, l'Agence nationale de conseil agricole et rural, de vulgariser la technique auprès de 500 producteurs de riz. Et ces producteurs sont des producteurs pilotes, parce qu'en réalité, il s'agira de mettre en œuvre cette technologie. Et autour d'eux, les producteurs qui verront les effets de cette technologie auront à adopter la technologie. Donc il s'agit d'un processus de vulgarisation qui permettra à terme d'atteindre un nombre très important de producteurs sur l'ensemble du territoire sénégalais. La technique arrive à son heure.
L'amélioration des rendements entraîne la diminution de la facture des importations de riz au Sénégal. En termes d'argent, c'est 110 milliards chaque année. 1 200 000 tonnes, comme en 2008. Donc c'est énorme, d'autant plus qu'on sait qu'on ne peut pas indéfiniment emblaver des terres. Donc tôt ou tard, il faut aller vers des rendements meilleurs. Au Mali, au Nigeria, au Ghana et au Togo, des résultats appréciables ont été notés. Ici au Sénégal, particulièrement chez les producteurs de riz pluvial dans la zone centre, c'est une véritable aubaine. L'ONG Oxfam a organisé cette semaine un voyage de presse dans le département de Kolda. Des journalistes venus de Dakar et de la capitale du Fouladou ont pu constater l'état d'avancement de son programme Cash Transfert au profit des populations de plusieurs villages de la communauté rurale de Kumbakara. Plus de 300 millions de francs CFA seront ainsi distribués par Oxfam et son partenaire local Fodé pour l'achat de nourriture, de kits d'hygiène et semences pour plus de 3000 bénéficiaires. Eric Nimati. Djalakumbi, à 15 km de Salikenye, dans la région de Kolda. Dans ce village de la communauté rurale de Kumbakara, les pluies sont au rendez-vous et les cultures se portent bien. Néanmoins, cette situation cache un malaise. La localité connaît depuis la fin de la dernière saison une crise alimentaire. Elle touche des milliers de personnes dans la zone. Il y a une zone rouge dans la région, une zone orange et une zone plus ou moins jaune. Donc pour la zone rouge, c'est ce qu'on appelle la zone à risque. Nous sommes dans une concession du village. Aujourd'hui, Kayatou a de quoi préparer un repas, du riz et tout le nécessaire pour alimenter sa nombreuse progéniture pendant des mois. Tout le contraire d'il y a quelque temps. Comme elle, d'autres habitants de Djalakumbi pourront aussi manger à leur faim. Cela grâce au cash transfert de Oxfam. On m'avait remis 42 000. Les 42 000, j'ai dépensé le transport à 2 000 francs. Il me restait 40 000. Ces 40 000, j'ai acheté 2 sacs de riz à 30 000. Il me restait 10 000 francs. Ces 10 000 francs-là, j'ai acheté 33 kilos de riz. J'ai 24 membres de famille. Ça m'a beaucoup soutenu. Les populations sont vraiment très contents qu'ils ne peuvent même pas dormir. Parce qu'ils passent tout le temps au niveau des champs. Nous sommes vraiment satisfaits et nous sommes contents et heureux de voir que les gens ont retrouvé le sourire. Ils parviennent à acheter le riz, à acheter de l'arachide et ces aliments-là sont utilisés pour la nourriture de la famille. Pour identifier les bénéficiaires de cette aide humanitaire, il a fallu mobiliser toutes les compétences locales. Le travail de recensement ainsi mené a été supervisé par le chef de l'exécutif régional. Le gouverneur a mis en place un comité de suivi qui chaque fois se réunit pour voir un peu l'évolution de la situation sur le terrain et chaque semaine nous rendons compte à l'autorité supérieure. Et ce suivi nous permet de corriger les incohérences, les imperfections. Pour cette année 2012, l'ONG Oxfam compte appuyer plus de 60 000 personnes dans les régions de Kolda et de Kédougou. Un soutien financier direct pendant plus de 4 mois pour l'achat de nourriture et de semences. En plus de cela, Oxfam et son partenaire Fodé vont travailler à l'approvisionnement des populations en eau potable et à la promotion de l'hygiène dans cette localité. Un pont, c'est ce que les populations de Hauré et ses environs sollicitent auprès des autorités gouvernementales. Depuis plusieurs années, Hauré est coupé du reste du Sénégal à la tombée de l'hivernage. Transporteurs, voyageurs, commerçants souffrent énormément du blocage de la route nationale. Un cri du cœur relayé par notre reporter Mama Moussagna. Voilà plusieurs heures que ces voyageurs attendent l'accalmie de cette furie des eaux pour traverser le pont de Hauré. Un pont devenu presque invisible du fait des dernières eaux de pluie. Chaque année, pendant l'hivernage, c'est le même calvaire que vivent ces transporteurs et voyageurs qui fréquentent l'axe Kidira-Orosogi. Après le passage des pluies, ils peuvent passer dans ce village 2 heures, 3 heures, voire toute la journée à attendre pour voir le bout de l'autre rive. Ainsi, dès le début de l'hivernage, le transport est paralysé sur l'axe. S'ensuivent de lourdes pertes sur le plan économique. Toutes les activités sont presque bloquées. Les habitants
localités situées dans cette partie de la région de Matam n'en peuvent plus de faire face chaque année à cet obstacle. Nous sommes vraiment fatigués. Chaque année, nous souffrons à la tombée de l'hivernage. Nous voulons vraiment maintenant qu'on nous construise un pont. gis nañ oto yu fi daw sax ba dugg ci ndox mi client yëpp ànd dugg ci biir ndox mi te du benn yoon du ñaari yoon pompe bi ba ma xàmmeeg léegi pompe bu bëre problème la. Aouré est situé dans la région de Matam, non loin de Sémé, à quelques kilomètres de Kidira, une porte d'entrée au Mali. Hors du territoire, Tunis abrite à partir de ce mercredi et durant 2 jours une conférence africaine sur le financement de la santé en Afrique. À terme, un modèle moins dépendant sera proposé pour optimiser les ressources dans la prestation de services de santé sur le continent. Nafissatou Diouf. Un nouveau cadre de gouvernance pour l'Afrique pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Voilà ce que vise à terme la conférence des ministres de la Santé et des Finances qui s'ouvre ce mercredi ici même à Tunis. Pas moins de 45 ministres seront présents pour véritablement impulser une nouvelle dynamique dans l'approche de l'aide étrangère dans le domaine de la santé. La santé, un secteur clé pour un développement durable, c'est conscient de cet enjeu que le Sénégal va impulser une nouvelle dynamique dans la prise en charge des insuffisants rénaux. Après l'annonce de la gratuité prochaine de la prise en charge de la dialyse, le ministre de la Santé est venu s'inspirer de l'expérience tunisienne. Le Sénégal a proposé une gratuité dans le secteur public et une diminution assez importante, pratiquement de moitié dans le service privé. C'est dire donc que le financement est important et il faut donc des moyens pour pouvoir mener à bien cette politique et surtout la rendre pérenne. Ce qui fait que dans cette réunion sur le financement qui est organisée par la BAD et par l'OMS, nous aurons à évoquer ce genre de problème et à trouver des solutions et à évoquer également comme solution la couverture médicale universelle. Une brochette de personnalités sont justement attendues en ces lieux, qui abrite la conférence ministérielle de haut niveau. Donald Kaberuka, président de la Banque africaine de développement, Margaret Chan, directrice exécutive de l'Organisation mondiale de la santé, ou encore Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, entre autres personnalités, sont attendus pour faire un plaidoyer pour de nouveaux cadres de gouvernance dans le domaine de la santé, aux côtés des ministres de la Santé et des Finances d'Afrique. Nafissatou Diouf, visite officielle de Alpha Condé en France. Le chef de l'État guinéen a été reçu ce matin par son homologue à l'Élysée. Les deux hommes ont parlé coopération mais aussi élection en Guinée. C'est une visite de travail et d'amitié qu'effectue actuellement en France le président guinéen Alpha Condé. Au programme, de nombreux entretiens avec de hauts responsables français, mais surtout avec le président François Hollande à l'Élysée. Les deux hommes se connaissent bien pour s'être rencontrés à l'international socialiste. Aux manettes de la Guinée depuis 18 mois, Alpha Condé est venu parler coopération économique. Au lieu de l'aide, nous souhaitons plutôt une politique d'investissement en Afrique qui a 3 avantages. Ça va limiter l'immigration vers la France. Ça va permettre de produire moins cher pour la France et aussi de créer un marché. Cette visite d'Alpha Condé en France a lieu dans un contexte de contestation de l'opposition pour la tenue d'élections législatives en Guinée. Maintes fois repoussées, ces élections pourraient avoir lieu avant la fin de l'année. Le président guinéen souhaite s'assurer qu'elles se déroulent dans la transparence. Ce que je demande au gouvernement français, c'est d'appuyer la francophonie, de donner les moyens à la francophonie pour être sur place de façon permanente afin de nous aider, d'aider la CENI et tout, pour que tous les problèmes techniques soient résolus et qu'on fixe une véritable date qui est tenable parce que techniquement les problèmes sont réglés. L'opposition avait appelé à une journée ville morte, peu suivie à Conakry le 28 juin dernier. Elle voudrait réitérer l'opération pour obliger le président guinéen à ouvrir le dialogue.
Alpha Condé prévient, la marche ne sera pas autorisée. Pour lui, l'opposition veut l'empêcher d'avancer. Ils veulent m'empêcher de travailler en créant des troubles pour qu'on dise que la Guinée n'est pas en paix, en espérant peut-être que ça va amener des affrontements pour un coup d'État. Mais la Guinée a changé, l'armée a changé. On se trompe. Alpha Condé reste volontaire. Il compte bien attirer les investisseurs en Guinée. Qu'ils soient asiatiques ou européens, il veut les rassurer sur la bonne gouvernance de son pays. L'actualité africaine en bref nous mène ce soir au Nigeria, en Libye et au Kenya. Au Kenya, où l'État a annoncé sa volonté de poursuivre son combat contre les Shabab somaliens après les sanglants attentats de ces derniers jours contre des églises dans le pays. Le Kenya affiche sa fermeté. Le Premier ministre, Raila Odinga, a prévenu que le pays poursuivrait son intervention en Somalie et ferait bloc face aux Shabab. Une déclaration depuis la ville de Garissa sur les lieux des attaques qui ont eu lieu dimanche contre 2 églises. Bilan, 17 morts. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier depuis 10 ans au Kenya. Le gouvernement l'a attribué aux milices islamistes somaliennes. Libres après presque un mois de détention, les 4 fonctionnaires de la Cour pénale internationale détenus en Libye sont rentrés à La Haye dans la nuit de lundi à mardi. Ils avaient été arrêtés après une visite à Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi, emprisonné dans la ville de Zenten. Les autorités libyennes les accusaient d'avoir porté atteinte à la sécurité nationale. C'est en fait le sort de Saïf al-Islam qui est en jeu. Ce dernier fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes contre l'humanité, mais Tripoli veut qu'il soit jugé en Libye. Les gosses sous les eaux et des habitants obligés d'évacuer leur quartier. C'est la conséquence des fortes précipitations que subit actuellement la capitale économique du Nigeria. Une situation qui se répète régulièrement lors de la saison des pluies. En cause, le système d'évacuation des eaux inefficace, ajouté à l'érosion des côtes qui réduit la zone tampon entre la mer et les habitations. Et ce, alors que plusieurs quartiers sont situés sous le niveau de la mer. La commission de l'UEMOA vient de signer une importante convention de partenariat avec l'Agence française de développement. L'objectif est de mieux unir leurs forces pour lutter contre la pauvreté dans l'espace ouest africain, cela dans beaucoup de secteurs d'activité. Claire Diop. La signature intervient à quelques jours de la tenue à Abidjan de la table ronde des bailleurs de fonds sur les programmes de développement en Afrique de l'Ouest. Ce partenariat entre l'UEMOA et l'AFD se veut dynamique, stratégique et opérationnel. Les 2 parties matérialisent ainsi disponibilité et engagement pour le développement économique et social de la sous-région. L'agriculture et la sécurité alimentaire constituent un enjeu de taille dans le cadre de cet accord, afin d'anticiper sur les réponses à donner à l'insécurité alimentaire qui est récurrente dans notre sous-région. Dans cette optique, le nouveau programme économique régional a priorisé la mise en œuvre de 11 projets régionaux relatifs à la sécurité alimentaire pour un montant total de 400 milliards, soit près de 600 millions d'euros. L'énergie, les routes et le ferroviaire sont également des secteurs stratégiques à développer dans le cadre de ce programme économique régional, car ils contribuent à l'intégration, à la croissance, mais également au rapprochement des peuples. La concertation sera renforcée et le dialogue sectoriel approfondi autour des sujets d'intérêt commun et des réalisations dans beaucoup de secteurs. C'est important, cet accord que nous signons aujourd'hui, parce que c'est un élément supplémentaire de notre accompagnement à vous permettre de favoriser une intégration économique régionale aussi importante que possible. C'est vrai que les intégrations économiques, c'est compliqué, c'est difficile. Nous savons que cela apporte plus de croissance. Nous savons que cela apporte plus de régulation. Nous savons que cela apporte des éléments substantiels pour favoriser les infrastructures, le secteur privé, le développement de l'agriculture. La commission de l'UEMOA salue ce geste de l'Agence française de développement, un premier pas qui devrait contribuer efficacement à l'effort collectif pour la concrétisation des projets socio-économiques des populations de l'espace UEMOA. Prêt ma voiture, c'est le nouveau produit que vient de lancer la BOA. C'est un prêt automobile destiné essentiellement
Aux particuliers, Bank of Africa Sénégal vient à travers ce produit contribuer au marché de l'automobile nationale. Prémavoiture est le fruit d'un partenariat avec Salafin Casablanca. Les détails avec vous, Philomène Constance Diagne. Vous offrir une voiture neuve vous semblait impossible pour votre budget. Alors, plus de soucis, la BOA vous propose Prémavoiture. C'est que ça réside dans un produit qui est assez spécifique, qui s'appelle Prémavoiture et qui s'adresse particulièrement aux particuliers. Donc c'est pour les financements des véhicules neufs de tourisme pour les particuliers, auprès de différentes concessions du pays. Il réside dans le fait que c'est un produit qui va permettre de faire des packs, ce qu'on appelle des packs, ça veut dire des offres promotionnelles par marque, par modèle de voiture, et qui vont viser un peu, élargir un peu, rendre la voiture accessible à une plus grande frange de la population. Pour réussir ce nouvel exploit, Bank of Africa a noué un partenariat avec ses concessionnaires, en plus des compagnies d'assurance. Pour les concessionnaires, le Prémavoiture leur permet de mettre en avant certaines marques, modèles au travers des actions promotionnelles, de favoriser l'accès de véhicules neufs au grand public, de dynamiser les ventes de véhicules neufs aux particuliers à usage personnel et enfin de fluidifier le processus de déblocage. Pour les compagnies d'assurance, il leur permet de doper les ventes de leurs produits et d'améliorer leur visibilité sur le marché. Pour bénéficier de ce nouveau produit, il suffit juste d'être salarié ou justifié de revenus réguliers. Mais ce qui fait l'avantage de Prémavoiture, c'est la courte durée des délais d'attribution de crédit aux clients. Le client aura un préaccord en 15 minutes sur sa demande, c'est important. Donc en 15 minutes, on est capable de dire au client oui, non, ou bien lui dire peut-être. Il faut qu'on analyse plus en détail. Et après, on s'engage sur 24 heures à 48 heures au maximum pour que le client ait une réponse définitive et qu'il puisse prendre sa voiture. Les dirigeants de la firme promettent des conditions tarifaires inférieures à celles actuelles du marché. Accompagnés par des grands professionnels comme Salafin et ayant l'ambition d'être beaucoup plus présents dans le système bancaire ici et de développer nos parts de marché, comme l'a dit M. Amoussou, je suis sûr que c'est une opération qui va réussir. Les demandes peuvent être faites auprès des concessionnaires partenaires, aussi au niveau de toutes les agences BOA du Sénégal. Au chapitre éducation, les élèves du lycée Blaise Diagne de Dakar et l'association des parents d'élèves saluent les mesures prises par le gouvernement pour sauver l'année scolaire 2011-2012. Ils l'ont dit ce matin au ministre de l'Éducation.